une autre expérience très particulière, puisque, bien sûr, la tradition juive est une tradition, une des grandes traditions des religions humaines, hein, puisqu'elle est la première religion monothéiste, et d'elle sont issus le christianisme et l'islam. Mais bien entendu, c'est malgré tout une religion particulière, circonstanciée, même si elle prétend à l'universalité, et dans le même fil donc, de ces expériences particulières, pardon Julien si je qualifie la tradition juive d'expérience particulière, mais on est bien forcé de la considérer comme telle de notre point de vue, on va découvrir avec notre ami Elios Azoulay, que j'invite à mes côtés, alors là nous faire découvrir quelque chose d'extrêmement insolite, surprenant, éprouvant, puissant et interpellant, qui est le rapport à la mort très particulière qui a été vécu par les déportés juifs dans les camps de concentration. Alors bien sûr, déjà la thématique en elle-même se suffirait, je dirais, puisque la réalité de la mort dans les camps pourrait avoir sa place toute nue, je dirais, dans ce colloque, mais ce qui a fait que nous avons invité Elios Azoulay, c'est qu'il a écrit un très très beau livre qui s'appelle « L'enfer a aussi sa musique » et qui est... L'enfer a aussi son orchestre, mais enfin, c'est un petit peu la même chose, et dans laquelle il revient sur cette réalité historique que nous commençons à découvrir, et qui est que dans les camps de concentration, à Auschwitz, à Birkenau, existaient des orchestres, puisque les déportés juifs, parmi les déportés juifs, il y avait des musiciens qui avaient récupéré, Elios nous dira comment, des instruments de musique, peut-être tombés des wagons, tout bêtement, hein, c'est quelquefois la réalité très prosaïque, et que cette musique était jouée, pratiquée, utilisée de manière quelquefois vivante, de manière quelquefois sadique, de manière quelquefois morbide, et cette réalité de la mort vécue à travers cette relation à la musique est quelque chose qui, je crois, mérite d'être raconté. Et donc, Elios Azoulay va œuvrer devant vous. C'est un écrivain, son livre est derrière présenté, un conférencier, un excellent musicien. Il a un trio que j'ai eu l'occasion de voir qui est magnifique, qui joue de la clarinette. C'est vraiment un compositeur, un arrangeur, un musicien de grand talent. Et donc, je vous laisse avec lui. Voilà. Merci beaucoup, cher Romain. En fait, non, je ne vais pas prendre de micro. Par contre, évidemment, tu peux m'enregistrer naturellement. Parce que tu sais, parfois, l'image de la mort, pour moi, c'est un conférencier qui parle avec un micro. Et le son de sa voix se déverse sur le public, n'est-ce pas, comme une grande couverture noire, terrible et enveloppante. Et il me semble que lorsque l'on parle son micro, on dirige sa voix. C'est-à-dire qu'en dirigeant sa voix, nous sommes obligés de préciser notre parole. Donc ce n'est pas du tout une coquetterie où je ne fais pas Shabbat, cher ami, c'est simplement que je préfère faire comme ça et que je sais que j'articule suffisamment et que la voix porte et que normalement, même au fond, on m'entend. C'est drôle le rire. C'est drôle le rire. Est-ce que vous connaissez cette blague que m'a racontée Marc Alawaknin? Il s'agit d'un homme qui va voir un rabbin et qui lui dit rabbin, je veux mourir. Et le rabbin lui dit mais la mort n'est pas une solution. Et l'homme dit mais alors, me faut-il vivre? Il me faut vivre. Mais la vie n'est pas une solution. Mais quelle est la solution, Rabbi? Mais qui t'a dit qu'il y avait une solution? J'ai toujours... Il y a un lieu commun, et après je rebondis sur mon sujet, hein, bien sûr. Parce que comme d'habitude, ça dure toujours 2h30 avec moi. Là, il va falloir que je fasse plus court, mais on est obligé de prendre des chemins courbes si on veut dire quelque chose de précis. Nous avons un service de sécurité très puissant. Une fois, j'ai regardé une femme, un homme rire comme ça, et je me suis dit, tiens, avez-vous constaté, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà formulé, on dit souvent le rire, l'humour, la mort, c'est tellement lié, n'est-ce pas? Mais que quand vous riez, c'est la seule occasion où votre corps montre une partie de votre squelette. C'est très très drôle ça. Vous voyez, monsieur, avec votre sourire, vous êtes en train de me montrer votre mort. Ouais, absolument. En bref,
La musique dans les camps. Tout à l'heure, Daniel Sibony, qui est parti, a été aussi convaincant qu'il a été escamoteur. Et notamment, il n'a pas répondu à la question d'une dame qui lui a parlé de l'accident. Et il a un petit peu, je ne sais pas pour faire polémique, naturellement pas, je déteste ça, mais il a oublié Auschwitz. Et je sais qu'il ne l'a pas oublié, on en a parlé, on a déjeuné ensemble, ça n'est pas un homme qui oublie Auschwitz. Mais il n'a pas répondu à la question suivante. Lorsque, à Auschwitz, nous racontent ces hommes du Sonderkommando, ceux qui s'occupaient de mettre les gens dans la chambre à gaz, de s'occuper de leurs cadavres. Vous savez, ces missions absolument terribles. Il nous reste quelques témoignages absolument terribles et éprouvants. Lorsqu'une fois, la porte se ferme et qu'il y a un enfant nu de 5 ans, 6 ans, qui prend sa mère comme ça, qui l'enlace et qui lui dit « Mais pourtant, maman, j'ai été sage », ce que je veux dire, c'est que là, on ne peut pas parler d'une mort rassasiée. On ne peut pas parler d'un plat que quelqu'un a terminé. On ne peut pas parler de quelqu'un... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un enfant qui, dans sa brutalité naïve, dit « J'ai été sage, je mérite de vivre, la vie n'est pas finie ». Ce qui me fait dire, et c'est là où le lien vient avec la musique, et c'est là où, dans son imprécision, permettez-moi, Daniel Sibony m'a permis tout à l'heure d'éclaircir un point dans mon esprit. C'est génial. Non, ceux qui sont morts à Auschwitz ne sont pas morts. Nous avons affaire là à des fantômes, et il nous faut donc non pas penser la mort, P-E-N-S-E-R, mais penser la mort, P-A-N-S-E-R. Et de ce point de vue-là, il me semble que la musique est un témoignage d'une électricité, d'une précision absolument incroyable. Je pourrais essayer, puisque ça fait maintenant presque 10 ans que je travaille sur ce sujet-là, tenter de faire une histoire de cette présence. Mais c'est impossible. Car il n'y a pas d'histoire qu'on peut écrire. Moi, j'ai écrit un livre, mais il n'y a pas d'histoire que l'on peut écrire qui s'appellerait « Histoire de la musique dans les camps ». Chaque musique composée, chaque berceuse chantée, chaque opéra imaginé, chaque œuvre exécutée même à l'intérieur du camp était un miracle. La présence de la musique dans les camps était double. C'est-à-dire, et toi tu le sais très bien Gérard, il y avait une présence perverse, exigée, avec une perversion d'horloger par les nazis. Autrement dit, et vous pouvez prendre presque tous les camps nazis, il y avait le matin et le soir un orchestre aux portes du camp qui jouait de la musique de façon, Primo Levi le dit, et la musique emportait les morts comme le vent emporte les feuilles. Quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Ils avaient compris, ces salopards. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement mélomanes, ça aussi c'est un lieu commun de mauvais écrivains, un lieu commun lamentable, très Jonathan Little, très Les Bienveillantes, n'est-ce pas? Un lieu commun de penser que le nazi est un homme brillant. Non, 9 fois sur 10, il est ignorant et il a simplement le réflexe de dire « j'aime Beethoven et Wagner », mais il ne suffit pas de dire « j'aime pour aimer ». Le matin, et là je m'en réfère à un témoignage que je tiens directement d'une femme qui nous a maintenant quittés, Violette Jacquet-Silberstein, qui était violoniste dans l'orchestre des camps. Elle me disait « nous étions les premiers réveillés. Nous portions les pupitres en bois blanc sur l'estrade qu'on avait dressée devant la grande porte d'entrée d'Auschwitz,
et nous jouions des marches. Pas de musique juive, naturellement, pas de musique polonaise, certainement pas Beethoven, parce qu'il ne s'agit pas que les juifs jouent du Beethoven, certainement pas du Wagner, parce qu'il ne s'agit pas... Par contre, on jouait de la musique tzigane. On avait massacré tous les tziganes, mais la musique tzigane tout de même. Et les commandos en rang aligné, 5 par 5, allaient, plus morts que vivants, accomplir leurs tâches quotidiennes. Et lorsqu'ils revenaient, de la même manière, l'orchestre rejouait ces mêmes marches, romances, valses. Vous imaginez tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de plus indécent. Entre ces deux temps, il y avait, c'est intéressant, un temps mort. Un temps mort pendant lequel l'orchestre d'Auschwitz travaillait. À l'époque, il y a eu plusieurs chefs pour l'orchestre des femmes. La première s'appelait Sofia Tchaïkovska. Et elle avait survécu, elle avait eu le droit de diriger l'orchestre parce qu'elle s'était faite passer pour une descendante de Tchaïkovski. Ce qui n'était absolument pas du tout le cas, et puis c'était une musicienne complètement nulle. Tant mieux pour elle, elle a survécu, mais rien à voir. Ces nazis, si mélomanes, paraît-il, n'y avaient vu que du feu. Mais un jour, en descendant d'un train, ils reconnaissent une femme très célèbre, la nièce de Gustave Mahler, ce compositeur, rappelez-vous, juif converti, directeur de l'Opéra de Vienne, comme quoi le lieu commun, ah ben il faut être juif pour réussir, tu parles, mon œil. Gustave Mahler, pour avoir la direction de l'Opéra de Vienne, il a été obligé de se convertir au catholicisme, hein, vous le savez, un peu comme Jésus, hein, converti de force. Ils avaient reconnu Alma Rosé, sublime violoniste, qui avait cet orchestre vraiment de très bonne qualité, qu'elle promenait à travers l'Europe. Alma, et là il y a quelque chose d'indénouable, sur lequel je n'ai pas de réponse, et c'est plutôt bon signe lorsqu'on parle de ça, n'est-ce pas? Ça a été la seule femme de tout Auschwitz qui n'a pas été tondue. Ça a été la seule personne de toute l'histoire, à ma connaissance, de la déportation, qui a eu droit, tenez-vous bien, à des obsèques officielles dans le camp d'Auschwitz, où ce jour-là, les prisonniers ont pu, les déportés ont pu venir s'incliner sur sa dépouille, et on se rappelle de Mengele prenant sa baguette de chef, la mettant au mur, vous savez, fichée entre deux clous, que sais-je, et en disant « in memoriam ». Il y avait cette musique utilisée de façon pernicieuse jusque dans les camps les plus effroyables. Même dans les camps d'extermination les plus dingues comme Treblinka, il y avait là aussi un orchestre complètement différent. On avait pris 3 personnes, 4 ou 5 en fonction des arrivages, et on les avait déguisés en clowns. On leur avait fait mettre un costume blanc, des vestes à revers bleus brillants et des nœuds papillons clownesques surdimensionnés. Et lorsque les portes des wagons s'ouvraient sur l'enfer de mort immédiate de Treblinka, eh bien vous avez cet orchestre qui vous jouait des conneries. Parce que les nazis avaient compris que l'état de torpeur et de stupéfaction qui suivait l'ouverture des portes et de potentielles révoltes était légèrement, je dirais pas, disons calmé, c'est pas le mot tout à fait juste, mais était légèrement calmé par la présence incongrue de la musique. Autrement dit, mais enfin quoi, enfin, comment ça, il y a de la musique ici, bon, mais s'il y a de la musique, c'est peut-être pas si terrible que ça. Et ainsi, à Treblinka, on passait directement du wagon à la mort et à ce qu'on appelait le grill. Et c'est là qu'il me vient le désir de vous raconter une histoire tragique qui est arrivée à un petit coiffeur d'un village polonais qui s'appelle Bilgoraj. Cet homme s'appelle Aaron Libeskind et il était
quand la porte s'est ouverte du wagon, à Treblinka, avec son fils de 3 ans et sa femme, Edith. Je ne peux pas vous dire le prénom de son enfant. À Treblinka, il y avait un nazi dont je ne vous dirai pas le nom parce qu'il ne mérite même pas d'être oublié. Il y avait à Treblinka un nazi dont la spécialité était de prendre les enfants et de leur écraser le crâne contre un mur. Et voilà que cet homme, ce nazi abject, prend cet enfant de 3 ans et le tue devant ses parents. On imagine dans quelle terreur absolue. La mère est exécutée elle-même, se rebellant sans doute sous les yeux de son mari. Et voilà, d'un seul coup, ce Aaron Libeskind, enfant aimé, enfant chéri, hein, Libeskind. Voilà cet homme d'un seul coup devenu orphelin de fils et de femmes, si je puis dire. Et par une espèce de... Alors là, pour le coup, il n'y a pas de mots. Vous savez, souvent on dit, ah ben, cette affaire-là est indicible. Non, je ne pense pas que ce soit indicible. Je pense que c'est une charge trop lourde pour les mots, parfois. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Cet homme-là demande la permission à l'officier nazi de pouvoir garder son enfant dans les bras toute la nuit. Et il lui demande simplement, pitié, est-ce que je peux garder mon fils avant que vous ne le mettiez sur le grill, puisque, comme je vous le disais, on brûlait à l'air libre à cette époque-là à Treblinka. Ça lui est accordé. Je ne sais pas ce qu'est cet accord, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas ce que c'est que cette permission, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Mais cet homme-là, toute la nuit, chante une chanson. Je ne peux pas vous la chanter parce qu'elle est en polonais, je ne maîtrise pas le polonais, mais je vais vous chanter l'air qui fait tra-da-dam, ta-dam, padam, pam, pam, padam, padam, papam, pam, padam, 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 pam, pam, padam, 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 pam, padam, pam, pararam, padam. Pam parada tam taram tam taram pam pararam papam pam param pam pam param tam taram pam pam param pam param pam pam param pam param pam pam param parararam. Et ça reprend pam param, etc., etc. Aaron Libeskind a fait partie des, je ne me rappelle plus le chiffre précis, je crois 6 ou 11 personnes qui sont parvenus, enfin ils sont arrivés à s'échapper de Treblinka. Il a malheureusement été repris par les nazis, puis envoyé dans le camp, par la suite, de Buchenwald. Et c'est là où il a rencontré un homme, dont je vous parlerai ensuite, qui s'appelle Alexander Kulisevich, et c'est là qu'il lui a raconté cette histoire. Et vous allez voir que le détail, là, est passionnant, et, comme je le disais tout à l'heure, indénouable. Aaron Libeskind dit à Kulisevich qu'il a chanté cette chanson toute la nuit, avec les paroles qui étaient les siennes. Et que quand le jour s'est levé, il était absolument certain que son enfant se réveillerait. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça me renvoie à une des remarques les plus pénétrantes de Primo Levi dans Si c'est un homme, quand il dit « Auschwitz est le négatif du monde ». Voilà donc un homme à Treblinka qui vous parle, non pas forcément de négatif, moi je dirais plus, je ne corrige pas Primo Levi, loin de moi cette idée-là, mais voilà un monde à cette heure précise à Treblinka qui est à ce point renversé qu'un homme chante une berceuse pour réveiller un enfant. L'expérience de la mort et de la musique est, dans un premier temps, lorsque je suis tombé sur
ces musiques-là, je ne dirais jamais le mot répertoire, parce que je n'aime pas l'idée de répertoire. Il me semble que ça, c'est un truc de musicien classique, et je n'aime pas le terme de musique classique, parce qu'il me semble que tout ça manque d'oxygène. Donc ces musiques-là, quand elles me sont tombées dessus, quand j'en ai appris l'existence, la première chose, ça a été évidemment un étonnement. Peut-être comme vous ici, ah bon, mince, bon, il y avait des musiques dans les camps de concentration. Mais plus je travaille, plus je me dis, mais enfin, mais pourquoi n'y aurait-il pas eu de musique? Est-ce que la mort confisque le désir impérieux, incroyable de s'inscrire par la musique? Dans les chambres à gaz, il y a deux choses qu'on peut raconter. Et il faut que tu m'arrêtes, parce que sinon je ne m'arrêterai jamais. Tu me diras, hein, je sais qu'on a un peu le temps encore, j'ai encore une bonne demi-heure. Dans les chambres à gaz, jusqu'au dernier moment, il y a eu des musiques qui ont été chantées. Il y a eu l'histoire, par exemple, de cette femme, Ilse Weber, qui va avec les enfants du camp de Térésine, de l'hôpital pour enfants de Térésine, dont elle s'était occupée. Elle les accompagne et ensemble, ils chantent une toute petite berceuse jusqu'au bout, jusqu'à ce que la porte se ferme. Il y a aussi cet hymne tchèque, chanté par les juifs tchèques, comme une espèce de mur qui doit s'écrouler sur les nazis, qui est hurlé jusque dans la chambre à gaz. Il y a des musiques qui sont des musiques de défi, des musiques de résistance, mais il y a aussi des musiques naturellement de déploration. Il y a des musiques d'élévation. Sur ces 3, 4, 5, 6 000, 7 000 partitions, il est difficile de savoir aujourd'hui le nombre précis. Il serait d'une vulgarité consommée que d'essayer d'établir toute hiérarchie. Autrement dit, ah bah oui, mais il y a ça, cette œuvre-là, elle est belle, celle-là, ah bah celle-là, elle est moins belle. Tout ça, pour les concerts qu'on donne, il y a des gens qui viennent me voir, ah bah j'ai préféré ça, celle-là, elle était tellement... Bon, mais je comprends que nous soyons à ce point bien portants que nous prenions soin de préférer une chose à l'autre. Mais peut-être là c'est ma soif anarchiste, elle qui est rassasiée, ces musiques-là, à moi, m'interdisent toute hiérarchie. Il y a autant de poids dans la légèreté, autant de densité dans une berceuse qu'il y en a dans un opéra, composé dans les camps. Et j'irai même beaucoup plus loin, je vous échange la petite berceuse que je viens de chanter contre l'intégrale de Wagner, et je sais que je n'y perds pas au change. La mémoire, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire aujourd'hui, et une conscience que nous avons, et je vais me permettre simplement de renverser un petit peu ce poncif. Le devoir de mémoire n'est pas simplement qu'un projet pédagogique porté par les, comment dirais-je, par ceux qui pensent qu'il est impensable de ne pas parler de ça. Le devoir de mémoire existait à l'intérieur même du camp. Laissez-moi vous raconter cette histoire d'Alexander Kulisiewicz qui avait rencontré Aaron Libeskin. Vous vous souvenez? Un jeune homme résistant, polonais. Quand il était gamin, c'était une tête brûlée. Il était violoniste et il a défié ses copains un jour, puisqu'il y avait 2 grosses fils de haute tension qui pendaient comme ça, ou qui étaient tombées sur le sol. Il a dit, regarde, moi je peux prendre les 2 fils et crac, bam. Évidemment, il s'est électrocuté. Il n'est pas mort, mais il s'est brûlé, il a dû arrêter le violon, et il a, paraît-il, contracté aussi subitement un bégaiement. Il s'est mis à bégayer, comme moi, quand je parle parfois. Sa mère l'envoie voir un hypnotiseur qui lui donne cette petite méthode qui finira par le guérir. Le bonhomme lui dit, écoute mon petit, imagine-toi le tableau noir de ton école et avant de parler, inscris le mot que tu veux dire, la phrase, et une fois que tout est bien écrit à la craie blanche sur le tableau noir de ton esprit, tu peux parler. Et Kulisiewicz prétend que grâce à cette méthode, non seulement il a perdu son bégaiement, mais qu'en plus il a développé une mémoire incroyable.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne suis pas thérapeute, je n'en sais rien, mais lui, il imagine. Et cette mémoire extraordinaire va devenir, à l'intérieur même du camp de Buchenwald, célèbre au point que tous ceux qui vont chanter, composer une petite truc qu'ils ne pouvaient pas noter, au point que tous ces hommes-là, toutes ces femmes qui ont rédigé un poème, vont venir le lui réciter et que lui va tout retenir. Je vais vous raconter. Lorsque le camp est libéré en 1945, Kulisevitch est vivant. Il est assis sur le lit d'hôpital de fortune qui a été construit par les troupes anglaises, il me semble, qui ont libéré le camp. Et lorsque le Toubib passe, il voit un bonhomme en train de chanter assis sur un plumard cadavérique et il dit « Fou, dingue, fini, terminé ». Mais c'était sans compter la perspicacité de cœur et d'âme d'une infirmière qui s'assoit à côté de lui pendant plusieurs jours et qui prend des notes. Et figurez-vous que cette femme a noté 716 pages de poèmes et de chansons que Kulisevitch a retenues. Tout ça pour vous dire que le devoir de mémoire existait déjà à l'intérieur du camp. Alors, combien de temps? 2 minutes. Alors, je vais vous jouer un morceau. Je vais vous jouer un morceau parce que parce qu'il faut. Parce que la musique, c'est un dépassement de la parole. Enfin, oui, je vais vous jouer un morceau. Je vais vous jouer un morceau, je vais vous raconter l'histoire de ce morceau. Je pourrais vous en jouer plein, mais j'en fais qu'un. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Aaron Libeskind, qui est à Sachsenhausen. Et il travaillait dans l'hôpital du camp. Cet hôpital où on pratiquait les expérimentations que vous pouvez imaginer et toutes celles que vous ne pouvez pas imaginer. Et en plus de cela, il y soignait les nazis qui venaient guérir d'un rhume, d'une grippe contractée, que sais-je. Le soir, tous les soirs, adossé sur le tas de cadavres du jour, il prenait les fiches cartonnées qui servaient à soigner les Allemands et il écrivait de la musique. Cet homme-là a écrit 700 pièces de musique. 700, vous vous rendez compte? Quatuor à cordes, pièces pour piano, chœur, opérette. Lorsque le camp a été libéré, il avait réussi, miracle, à conserver une quantité de papier et d'œuvres incroyables. Mais évidemment, il n'allait pas pouvoir partir avec tous ces manuscrits, impossible. Donc il décide d'en abandonner 400. Voilà cet homme qui repart de son camp vers son petit village polonais avec simplement 300 partitions. Il a eu tellement froid sur le chemin qu'il a mené de son camp jusqu'à son village qu'il en a brûlé encore 200. Il nous reste aujourd'hui de cet homme 111 pièces que je suis le seul à jouer en France et on doit être 3 en Europe. Bon, ce serait bien de renseigner les musiciens classiques sur le fait que nous jouer pour la 750e fois une symphonie de Beethoven n'est pas peut-être si nécessaire que ça. Et d'ailleurs, je termine, ne t'inquiète pas, il y a quand même moi quelque chose, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, qui m'emmerde. Sous le régime nazi, on jouait Beethoven. Pourquoi pas? À la chute du régime nazi, qu'est-ce qu'on a joué? Beethoven. Non mais attendez, est-ce que finalement Furtwängler, Yehudi Menuhin, malgré tout le respect infini que j'ai pour eux, n'auraient peut-être pas eu l'idée de remettre dans le jeu de l'existence tout ce répertoire qu'on avait cramé, qu'on avait ignoré? Non, il fallait encore que ce soit Beethoven qui soit là pour nous réconcilier. Bon, bref. Je vais vous jouer une pièce de Kropinski. Et les poètes ont toujours 8 mois d'avance sur les scientifiques.
Et c'est le cas de Charles Cross, vous savez, le poète, par rapport à Thomas Edison, puisque Charles Cross a été le premier à inventer le gramophone. Autrement dit, avec le son de la voix, l'aiguille qui se plante dans la cire et d'un seul coup, la voix grave le monde. Là, vous voyez, la voix grave, grave, pas au sens grave, la voix grave, littéralement. La voix, l'existence du relief, c'est la voix. Et moi, je dis cher Hubert parce que je te vois en face de moi et que je ne connais pas le prénom de tout le monde et que j'ai besoin de me raccrocher à quelqu'un. Lorsque je vois les traces d'ongles sur les murs de la chambre à gaz d'Auschwitz, je me dis qu'il y a quelque chose de gravé là que nous pourrons peut-être un jour déchiffrer. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je parle toujours sans micro, parce que je suis certain que la parole se grave avec plus de profondeur. Je vais vous jouer une petite pièce de cet homme, Józef Kropinski, dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a, j'allais dire naturellement, ce n'est pas le cas de toutes ces pièces, mais qui n'a pas de titre.